3 ans après leur retour au pouvoir, les talibans restreignent toujours plus les libertés. Je suis une athlète afghane. Je veux décrocher une médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. C'était la première fois qu'une délégation afghane était représentée aux Jeux Olympiques depuis la prise de pouvoir des talibans il y a 3 ans. Ces images ont fait le tour du monde. La détresse des Afghans, fuyant les talibans le 15 août 2021. Une délégation masculine tout du moins, puisque sur les 3 hommes et 3 femmes sélectionnés, seuls les athlètes masculins ont été reconnus par le régime fondamentaliste. Ça me fait vraiment du bien, en tant que femme afghane, de montrer au public différents visages, et notamment tous mes combats. Mais tandis qu'une nouvelle loi pour promouvoir la vertu et prévenir le vice vient d'être publiée, restreignant toujours plus le contrôle de la population et des femmes tout particulièrement. Interdiction pour les femmes de faire entendre leur voix en public. Interdiction de sortir en laissant apparaître leur visage, masque obligatoire, alors que cela était encore toléré. Interdiction de se maquiller et se parfumer. Ce sont bel et bien les athlètes afghanes qui se sont illustrés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sous le drapeau de l'équipe des réfugiés. C'est pas que pour moi, c'est plutôt pour toutes les femmes en Afghanistan. Sotoda Hachemi est présidente du collectif N'oublions pas l'Afghanistan. Pour Blast, on revient avec elle pour un nouvel entretien sur les voix de plus de 28 millions de femmes que portent ces athlètes à travers le sport. Sotoda Hachemi, bienvenue à Blast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la présidente d'un tout jeune collectif qui vient de se lancer, le collectif N'oublions pas l'Afghanistan, qui est constitué de plusieurs associations et d'ONG qui œuvrent pour soutenir et faire entendre la voix des Afghans. Pour commencer, c'est pourquoi ce collectif, qui le compose et quels sont vos moyens d'action ? Alors donc comme vous l'avez dit, c'est un tout nouveau collectif intitulé N'oublions pas l'Afghanistan, et c'est là que se renferme en fait le but de ce collectif. C'est l'idée de regrouper toutes les associations qui travaillent avec les Afghans, que ce soit en France ou en Afghanistan, dans divers domaines, que ce soit dans des domaines humanitaires, artistiques, sportifs, culturels, et de pouvoir en fait finalement tous se réunir afin d'avoir plus de poids, plus d'impact, afin de pouvoir engager le débat avec différents acteurs. Alors place à l'actualité avec cette annonce le jeudi 22 août, donc tout récemment, de la promulgation d'une loi, je la cite, une loi pour promouvoir, entre guillemets, la vertu et prévenir le vice, une loi composée de 35 articles en conformité avec la charia. Concrètement, que dit cette loi et qu'est-ce que ça signifie pour la population afghane ? Alors tout d'abord, cette loi, elle fait suite à une multitude de décrets finalement qui avaient déjà été promulgués au cours des 3 dernières années et qui avaient déjà commencé à restreindre la vie des Afghans de manière générale et puis des femmes afghanes encore plus précisément, que ce soit dans les actes du quotidien, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les déplacements, que ce soit sur la façon de s'exprimer, la façon d'accéder à l'hôpital, d'accéder au transport public. Et puis donc après ces décrets est arrivée donc cette loi de 35 articles donc qui a finalement résumé ces différents décrets qui avaient déjà été édictés, et elle a donc peut-être pour plus grand impact de restreindre plus que jamais le droit des femmes afghanes qui a déjà été restreint, que ce soit le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit d'accéder aux soins. Et même dans l'expression publique, dans la rue, avec des mesures qui sont beaucoup plus restrictives, voire rigoristes, par rapport à la loi religieuse. C'est ça, donc c'est une interprétation très stricte, une interprétation à la talibane de la charia, et selon laquelle, avec l'article, celui qui a vraiment marqué tout le monde, selon laquelle la voix de la femme ne doit pas s'entendre à haute voix dans l'espace public, et qui finalement qui illustre toute cette volonté des talibans de effacer les femmes de l'espace public, de ne pas leur permettre de s'exprimer, puisque s'exprimer, c'est quand même le premier moyen d'exprimer son besoin, d'exprimer ses émotions, de s'exprimer dans la vie publique. On a malgré tout vu plein de réactions sur Internet de femmes afghanes qui se filmaient en train de chanter. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Comment est-ce que c'est reçu par la population ? Et surtout, quel est le risque pour ces femmes, par exemple, qui se filment ? Ou quel est le risque pour aujourd'hui une femme qui
qui ne respecteraient pas ces articles? Alors tout d'abord, je crois que les femmes afghanes sont très courageuses, que ce soit les femmes afghanes qui sont en Afghanistan ou les femmes afghanes qui sont à l'extérieur donc de l'Afghanistan et qui continuent à résister depuis l'extérieur. Certes, elles chantent, elles continuent à faire de la poésie et au prix de leur vie, mais c'est le signe de la résistance, c'est le signe de se dire qu'on ne se laisse pas abattre, on n'a plus le droit à l'éducation, on n'a plus le droit parfois de se déplacer seul de chez soi, mais malgré tout, on montre, ne serait-ce que par un poème, par une chanson, que par une vidéo, qu'on ne se laisse pas abattre, on n'accepte pas ce gouvernement taliban, le peuple afghan ne l'a pas élu, ce peuple taliban, gouvernement taliban, il s'est imposé. Et donc, elles risquent gros, elles risquent leur vie, elles risquent des condamnations, elles risquent lapidation et d'autres exécutions que les talibans ont édictées dans leur loi. Alors, on l'a vu avec cette réaction des Nations Unies qui a estimé donc que cette application rigoureuse de la charia était apparentée à un apartheid genré. Comment est-ce que vous trouvez les réactions à l'international? Est-ce qu'elles sont suffisantes? D'abord autour de cette loi, mais également depuis 3 ans, comment est-ce que vous trouvez que l'intérêt apporté à l'Afghanistan a évolué? Je crois que les femmes afghanes et le peuple afghan, de manière générale, se sont abandonnés par la communauté internationale aujourd'hui, puisque les accords diplomatiques, les discussions continuent finalement avec le gouvernement taliban aujourd'hui, il n'y a pas longtemps avec la conférence de Doha, la réunion de Doha. Donc, malheureusement, la communauté internationale aujourd'hui, peut-être qu'elle a oublié l'Afghanistan, ou en tout cas ce n'est pas sa priorité, et aujourd'hui, peut-être parce que c'est dans l'intérêt des grandes puissances, parce que c'est dans l'intérêt de la communauté internationale, continue de coopérer malheureusement avec le gouvernement taliban, et donc c'est pour ça, encore une fois, que le collectif est là et qui s'intitule « N'oublions pas l'Afghanistan, n'oublions pas ce qui se passe réellement dans ce pays, n'oublions pas les infractions aux droits humains qui sont faites non seulement sur les femmes, parce qu'aujourd'hui on parle des femmes afghanes, mais également sur les hommes, sur les enfants et sur l'ensemble de la population qui aujourd'hui se sont oubliés par la communauté internationale. Pour peut-être revenir plus précisément aujourd'hui du quotidien d'une femme afghane au sein du pays, est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu pour qu'on puisse comprendre ce qu'est le quotidien du matin au soir, ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles nous sont interdites de faire? Alors tout d'abord, durant ces 20 dernières années, on a eu beaucoup d'évolutions sur la situation générale en Afghanistan et sur la situation des femmes plus spécifiquement. Donc on a eu une république qui a permis donc d'instaurer de nouvelles lois, notamment d'instaurer le droit à l'éducation pour les filles et pour les garçons et sans discrimination. Et donc certes, l'Afghanistan a connu des guerres, a connu donc des groupes terroristes qui ont occupé les territoires. Et avant l'arrivée des talibans, la situation était déjà pas joyeuse, mais aujourd'hui elle s'est beaucoup plus empirée. Pour vous donner un exemple, au cours des 20 dernières années, l'accès à l'éducation des filles en Afghanistan avait beaucoup augmenté. Par exemple, on comptait sur les inscriptions, je crois dans les années 2000, que 0 élève sur 10 dans les classes était une fille. Et puis en 2018, on comptait 4 filles sur 10 étaient une fille en Afghanistan. Pareil, l'illettrisme avait beaucoup diminué en 2018 encore. 57% de la population en Afghanistan était illettrée, mais c'est un chiffre qui était quand même beaucoup moins que celle du début des années 2000. Donc, au cours des 20 dernières années, la situation s'était beaucoup améliorée, que ce soit également, donc, je disais, pour l'éducation, mais également dans le domaine de la santé, également dans le domaine de l'emploi. On comptait 30% des fonctionnaires qui étaient des femmes. Aujourd'hui, 0% des fonctionnaires sont des femmes. Et donc c'est une perte finalement de tous leurs droits après les acquis qu'il a pu y avoir. Donc moi du coup j'ai ma famille en Afghanistan, on a des échos, des journalistes, des médecins qui rapportent leur vie en Afghanistan et c'est très triste à voir. Par exemple des journalistes qui ne peuvent plus faire leur travail ou lorsqu'elles font leur travail doivent se couvrir totalement le visage. Des médecins dans certains endroits où elles ne peuvent pratiquer leur profession que si elles sont accompagnées d'un chaperon et on sait toutes les complications que ça engendre, c'est difficile de travailler dans ces conditions-là. Une femme qui, pour seulement se rendre d'une ville à une autre, d'un espace à une autre pour emprunter un transport public doit être accompagné d'un chaperon. Tout ça, finalement, même si ça semble être des petites choses du quotidien, ça impacte des très grands aspects de la vie. Par exemple, je vous parlais de l'éducation en Afghanistan. L'accès aux médicaments, l'accès aux soins est très difficile en Afghanistan. C'est l'un des pays qui compte le plus de mortalité maternelle dans le monde. Dans le service de gynécologie, nous n'avons qu'un seul médecin en chef femme.
L'avenir s'annonce sombre, les hommes ne laisseront jamais les femmes consulter des médecins hommes. Les femmes seront de plus en plus nombreuses à devoir accoucher à la maison sans aide médicale. Aujourd'hui encore, les hommes amènent difficilement leurs femmes à l'hôpital. Le taux de mortalité maternelle sera plus élevé. Alors maintenant, imaginez, c'est une femme, déjà elle n'a pas accès aux hôpitaux et elle doit avoir un chaperon qui l'accompagne chaque fois qu'elle se rend dans un hôpital, dans un pays où énormément d'hommes ont été tués au cours des années de guerre qui ont précédé. Donc la situation s'est drastiquement détériorée durant ces 3 dernières années. Alors justement, les talibans, en effet, sont au pouvoir depuis 3 ans désormais. Cette nouvelle loi, je rappelle, pour, entre guillemets, promouvoir la vertu et prévenir le vice, on a un peu l'impression qu'elle ne change pas grand-chose en soi, puisque les droits des femmes afghanes étaient déjà extrêmement limités. Comment est-ce que vous l'interprétez, le fait qu'elle sorte en ce moment, et surtout, qu'est-ce que ça peut prévoir pour la suite? Est-ce qu'on peut s'inquiéter de choses encore pires qui pourraient supprimer encore plus de droits? Je crois qu'on peut pas savoir ce à quoi on s'attend. Cette fois, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, on s'est dit que, la communauté internationale a dit non, c'est un gouvernement qui est différent, ce n'est plus les talibans de 96. Ils sont pas aussi rigoristes. Ils permettaient aux femmes de s'habiller de manière plus souple. Ils permettaient aux filles de moins de 12 ans, encore aujourd'hui, elles peuvent d'aller à l'école. Et puis, on s'est dit, la communauté internationale, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles elle n'a pas agi, ou une de ses excuses, c'est de se dire les talibans, d'aujourd'hui ne sont plus les talibans d'avant. Ces images ont fait le tour du monde. La détresse des Afghans, fuyant les talibans le 15 août 2021. C'est aux Afghans de prendre leur vie en main. Les talibans investissent le palais présidentiel. Des millions de civils convergent vers l'aéroport. C'est le chaos. Le président fuit à l'étranger et admet la victoire des talibans. Dans les rues, on voit maintenant ces nouvelles forces spéciales suréquipées. Allez, avancez! Elles intimident de plus en plus les habitants et surtout les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, on voit en réalité qu'avec la promulgation de cette loi-là, que les choses n'ont pas réellement changé. Donc, au vu de cette loi et de ces 3 dernières années qui sont écoulées, je pense qu'on ne peut s'attendre qu'à une détériorisation de la situation, car ne serait-ce que l'ONU a eu pour exigence de permettre l'égalité dans la vie sociale pour les filles et les femmes afin d'être reconnues. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être ça n'a pas d'importance pour eux, peut-être qu'ils ont d'autres alliés politiques, géopolitiques qui leur permettent de ne pas avoir besoin de cette reconnaissance-là. C'est effrayant de se dire qu'ils n'ont pas peur finalement des menaces de la communauté internationale, ils n'ont pas peur qu'on ne les reconnaisse pas, qu'on les mette de côté. Donc je pense qu'on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de mieux qu'il y a aujourd'hui. Alors en Afghanistan, c'est aussi un contexte extrêmement compliqué, au-delà de la simple question des droits qu'il est déjà, avec des éléments de crise alimentaire, de crise climatique également. Aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est un pays qui est extrêmement précaire à différents égards. Tout d'abord, avec l'arrivée des talibans au pouvoir, on a eu une crise économique énorme qui a conduit au dysfonctionnement donc du système sanitaire, puisque en réalité, le système sanitaire afghan, durant les 2 dernières décennies, dépendait énormément de l'aide extérieure. Pareil pour le système éducatif, qui dépendait en réalité de l'aide extérieure. Donc en fait, tous ces systèmes-là, maintenant que les aides humanitaires, les aides extérieures sont sorties du pays, se retrouvent en dysfonctionnement. Donc une situation en Afghanistan qui était déjà précaire, où les gens n'avaient déjà pas accès aux soins, à l'éducation, est devenue encore pire aujourd'hui. Et encore une fois, c'est là où il faut interpeller la communauté internationale. C'est-à-dire que certes, il y a donc un boycott du gouvernement taliban, mais qu'est-ce qu'on fait du peuple afghan? Le peuple afghan était déjà dépendant de cette aide humanitaire, et c'est pas du jour au lendemain que la situation allait changer avec l'arrivée du gouvernement taliban. Il y a cette première question-là. Il y a la question des déplacés interne à l'Afghanistan qui se rattache à la question du changement climatique, parce qu'en réalité, l'Afghanistan est un des pays qui contribue le moins au réchauffement climatique, et pourtant c'est le 7e pays le plus vulnérable aux transformations climatiques, et donc depuis les dernières années, elle a été touchée par des sécheresses, des inondations consécutives qui ont fait des centaines et des milliers de morts finalement, et qui ont conduit à augmenter encore
ce nombre de réfugiés. Aujourd'hui, on compte près de 3 millions de réfugiés internes, en plus des réfugiés donc à l'extérieur du pays. Et c'est une situation qui est extrêmement difficile à gérer parce que un problème en enclenche un autre et puis on enclenche un autre. Puisque lorsqu'on a des déplacés, comment est-ce qu'on fait pour faire des cours à des déplacés? Comment est-ce qu'on fait pour permettre le soin à des déplacés? Comment est-ce qu'on fait pour... il y a toutes ces questions-là finalement qui se posent et qui sont des questions très importantes d'urgence finalement parce que la crise alimentaire n'attend pas. Aujourd'hui, on estime que 50% des enfants de moins de 5 ans en Afghanistan souffrent de malnutrition et que 80% de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté. Donc, encore une fois, c'est un message à la communauté internationale de dire, certes, le gouvernement taliban n'est pas à cautionner, mais le peuple afghan et celle qui en subit les conséquences aujourd'hui, alors qu'elle en est peut-être le moins responsable. Quel est l'acteur le moins responsable de cette crise finalement? Alors avant qu'on puisse aborder l'actualité sportive qui a mis en avant quelques athlètes afghans, je vous propose juste d'aborder la question des réfugiés. L'Afghanistan a compté beaucoup de personnes qui ont fui le pays. Quelle est la situation de ces réfugiés afghans à l'international? Alors, tout d'abord, l'Afghanistan, c'est le 3e pays qui émet le plus de réfugiés au monde, avec plus de 5 millions de réfugiés après l'Ukraine et la Syrie. En France, le premier pays de provenance des réfugiés, c'est l'Afghanistan. Et ce nombre, bien sûr, il s'explique par les nombreuses années de guerre qui ont pu y avoir en Afghanistan et puis ces 3 dernières années avec donc l'arrivée des talibans. C'est une situation qui est difficile pour les Afghans, bien sûr. Quitter son pays, personne ne le fait avec joie. Quitter son pays, c'est quitter sa vie, quitter sa famille, quitter sa profession et tout ce qu'on a et commencer une nouvelle vie. Donc, je pense que rien que ces chiffres, finalement, ils illustrent tout le drame, finalement, du peuple afghan qui est contraint de quitter son pays. Et donc, je vous disais que le premier pays de provenance de réfugiés en France, donc, c'est l'Afghanistan. Mais les réfugiés afghans, comme partout dans le monde, vont tout d'abord dans les pays frontaliers. Ils vont donc au Pakistan et en Iran. Or, on sait aujourd'hui, il y a eu des enquêtes qui ont montré que la situation des réfugiés afghans en Pakistan comme en Iran est dramatique. Leurs droits ne sont pas respectés. Ils vivent dans des camps où ils n'ont pas accès à l'alimentation, ils n'ont pas accès aux soins, où leurs droits ne sont pas respectés. Il y a des expulsions. Le Pakistan a fait une grande expulsion récemment où il a envoyé des milliers d'Afghans en Afghanistan. Comme les autres Afghans en situation irrégulière résidant au Pakistan, Mohammad et sa famille sont forcés de quitter le pays. Sans autre endroit où aller, ils retournent en Afghanistan. S'ils ne partent pas, les autorités les placeront dans des centres de rétention. Pareil, en Iran, les réfugiés afghans en Iran n'ont pas de droit. Les enfants afghans qui vont en Iran en tant que réfugiés n'ont pas le droit à l'éducation, ils ne peuvent même pas travailler. Donc c'est une situation qui est dramatique pour les réfugiés aussi. Alors l'autre actualité qui a pu mettre en avant, je le disais, certains athlètes afghans, ce sont les Jeux Olympiques bien évidemment et les Paralympiques qui sont en cours. C'est la première fois depuis le passage au pouvoir des talibans que des athlètes afghans accédaient aux Jeux Olympiques. Qui sont ces athlètes qui représentent le pays? Combien sont-ils et comment est leur situation pour pouvoir justement exercer à l'international? Alors, il y a eu les athlètes afghans ont participé dans 2 groupes différents. Il y a tout d'abord eu une délégation afghane, parmi lesquelles on trouvait 3 sportifs et 3 sportives. Et par la suite, le gouvernement taliban a annoncé qu'il ne reconnaissait pas les 3 sportives femmes, mais seulement les 3 sportifs hommes qui participaient aux Jeux Olympiques. Donc, on a eu ces participants-là, et puis on a eu, donc parmi lesquels on a eu des cyclistes, on a eu des nageurs, on a eu des athlètes. On a eu la breakdanceuse, voilà. Et puis il y a eu donc Massouma Alizoda qui a également été la chef de mission de l'équipe des réfugiés, qui a représenté l'équipe des réfugiés et qui avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2021, si je me trompe pas. C'est un immense honneur pour moi de représenter une équipe qui est pas comme les autres. C'est une équipe qui représente l'espoir, la paix et la réunification. Et puis dans les Paralympiques, bien sûr, on a donc Zakia Khoudadadi qui a combattu aujourd'hui même en taekwondo. Le jour où les talibans sont entrés dans Kaboul, l'entraîneur est venu me voir aussitôt et m'a dit « Zakia, tout est fini pour toi. T'es une fille de l'ethnie Hazara et en plus handicapée. Ils vont sûrement te tuer s'ils te trouvent. Tu constitues donc un vrai danger pour nous.
À partir d'aujourd'hui, je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Tu quittes la fédération. Zakia Khodadadi, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes médaillée de bronze, vous la portez autour du cou. Voilà, vous pouvez la montrer. Je pense que vous en êtes très fiers. Pour les athlètes qui n'ont pas pu avoir la nationalité des pays dans lesquels ils sont arrivés, à l'instar de Zakia Khodadadi, qui avait demandé la nationalité française, mais la procédure n'a pas pu se faire de manière suffisamment rapide. Donc, ils sont présentés sous la bannière donc, de l'équipe des réfugiés. Alors c'est intéressant cette participation des athlètes qui met également en avant la question du sport, qui est également un moyen d'expression important pour la population d'un pays. Comment ça se passe en Afghanistan? Est-ce que les femmes sont autorisées à faire du sport? Et comment finalement des athlètes peuvent s'exprimer féminines, j'en parle, puisque j'imagine bien que la condition des athlètes féminines afghanes est extrêmement complexe. Je pense que vous l'imaginez, la pratique du sport est interdite pour les femmes aujourd'hui par le gouvernement taliban en Afghanistan. Et même la délégation donc, qui a été choisie, et parmi lesquelles on trouve des femmes, elle n'a pas été choisie par les représentants talibans. Elle a été choisie par la délégation des Jeux Olympiques qui ont sélectionné donc des femmes. Et bien sûr, donc il n'y a pas la possibilité de pratiquer du sport en Afghanistan. Je crois que c'était Zakia Khodadadi elle-même qui le disait que finalement là-bas, le seul endroit où elle pouvait pratiquer, c'est sa petite chambre entre 4 murs. Et c'est très compliqué, je pense, de faire du combat entre 4 murs seul. Et donc ici, c'est l'occasion en fait pour ces femmes-là de se dire que nous on résiste, on continue, et je pense que c'est une belle réponse aussi dans un pays où le gouvernement met en place un apartheid de genre, où il discrimine les femmes, de se dire que cette année l'Afghanistan a été représenté aux Jeux Olympiques par 3 femmes et par 3 hommes de manière paritaire, que la représentante de l'équipe des réfugiés a été une femme afghane réfugiée, donc voilà. Et puis encore plus aux Paralympiques, on a eu Zakia Khodadadi. Encore une fois, l'Afghanistan c'est l'un des pays qui compte l'une des plus grandes populations d'handicapés au monde, encore une fois, dû à la situation de guerre. Et donc, c'est un très beau symbole aujourd'hui de voir les participants afghans qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour vous, aujourd'hui, le sport, comme on le voit aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, ou d'autres moyens d'expression, est-ce que c'est un symbole de résistance? Les femmes avec qui vous pouvez échanger, les personnes que vous connaissez, qu'est-ce qu'elles expriment sur ces questions-là de résistance, finalement, et d'expression de leur liberté? Pour le coup, je pense que je vais citer la breakdanceuse Manisa Talash qui disait « Moi, je fais du sport et j'ai décidé de quitter l'Afghanistan pour faire du sport. » Pas parce que les talibans me l'interdisaient, mais parce que je le fais pour les femmes, pour les droits des femmes, pour représenter les femmes afghanes dont les droits sont restreints en Afghanistan. Le sport, bien sûr, parce que c'est une interdiction, est devenu un symbole de résistance. Et c'est une manière comme tout à l'heure, on parlait des femmes qui chantent, des femmes qui lisent des poèmes, de montrer que les interdictions des talibans ne correspondent pas aux mœurs et à la volonté du peuple afghan, que les peuples afghans continuent de se battre, continuent de résister et qu'il va continuer à vivre normalement comme tous les autres peuples du monde, à faire du sport, à lire des poèmes, à s'éduquer, tant qu'il le pourra. De votre côté, vous organisez également des événements, notamment sportifs, pour mettre en avant et sensibiliser autour de la condition des femmes afghanes à travers le sport. Quels sont les objectifs pour votre collectif et les retours que vous recevez en général en mettant en avant ces femmes? Le premier objectif, tout d'abord, c'est d'envoyer un message de la résistance, de dire que ces femmes, elles sont là, qu'on les célèbre, qu'on est fiers d'elles, qu'on est fiers de leur participation à ces Jeux et qu'elles représentent l'Afghanistan aussi. Donc ça, c'est le premier message. Et puis, le deuxième but, on organise par exemple un événement qui va célébrer les femmes sportives afghanes et durant lequel ce que nous, on voudrait, c'est finalement enclencher le débat, enclencher la discussion, pouvoir sensibiliser le public, mais également pouvoir parler avec des décideurs politiques, avec la communauté afghane aussi, parce que finalement, les responsables de la situation aujourd'hui en Afghanistan, ils sont capables de changer la donne aussi. Bien sûr, il y a la communauté internationale, il y a le peuple afghan qui est en Afghanistan et le peuple afghan qui est expatrié et qui est réfugié ou qui est exilé aujourd'hui à l'étranger. Donc finalement, nous, les événements que l'on met en place, c'est tout d'abord donc d'envoyer un message de paix, envoyer un message de résistance et de résilience, et ensuite donc de permettre le débat et la solidarité, envoyer un message de solidarité, permettre le débat pour avoir des idées, des possibilités de construire un meilleur futur.
J'imagine que derrière les autres malheureusement tragédies qui peuvent avoir lieu dans le monde, on le voit partout, ça doit être assez dur justement de se faire entendre sur un pays que le monde a tendance un peu à oublier. Malheureusement, on est dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Enfin, la situation en Afghanistan est dramatique, mais le monde est aujourd'hui entouré de différents conflits, de différentes famines, de crises alimentaires, de problèmes de réchauffement climatique, etc. Donc forcément, c'est une cause qui est difficile aussi à faire entendre. C'est pour ça, encore une fois, parfois les femmes afghanes, comme je vous le disais, elles se sentent oubliées finalement dans cette situation-là. Mais encore une fois, je pense que ce qui fait la particularité peut-être de l'humanité, c'est de se dire que certes, l'individu peut-être est le meilleur spécimen que la nature a pu créer, mais encore mieux que l'individu, il y a l'humanité. Parce que si on se coordonne, si on s'organise, si on est solidaires les uns avec les autres, on pourra construire quelque chose qui est encore meilleur, quelque chose qui est encore plus complexe que la nature a pu créer aujourd'hui. Et donc voilà, nous, notre démarche, c'est vraiment ça, de se dire que en tant qu'humain, dans une démarche humaniste, il ne faut pas oublier les femmes afghanes, c'est une cause qui est importante aussi. Un grand merci de toutes ces explications et de ces messages, Sotoda Hachemi. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif N'oublions pas l'Afghanistan. Un grand merci d'être venu nous rejoindre chez Blast. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce nouvel entretien. On vous attend nombreux en réaction dans les commentaires. Et comme toujours, pour soutenir une information indépendante, vous pouvez faire un don ou encore liker et partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.